Bienvenue dans le dernier point de l'information. Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite, les titres. Le président de la République, Alassane Ouattara, est rentré de Beijing, la capitale de la République populaire de Chine, ce mercredi 5 septembre. Le chef de l'État qui effectuait une visite d'État en Chine a également pris part au sommet sino-africain les 3 et 4 septembre 2018. Dans l'actualité également, le retour de 160 exilés du Ghana et du Togo. Ces ex-réfugiés de retour au pays vont bénéficier d'assistance pour faciliter leur intégration, cela sous le contrôle de la Direction d'aide et assistance aux réfugiés et apatrides. Et puis la situation à Idlib, où le régime de Bachar el-Assad menace de lancer une vaste offensive, inquiète au plus haut point. New York, le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir vendredi 7 septembre sur la question. Je vous le disais tantôt, le président de la République, Alassane Ouattara, est rentré ce mercredi 5 septembre de Beijing, la capitale de la République populaire de Chine, aux environs de 8h40. Il a été accueilli par le vice-président Daniel Kablan-Duncan, le premier ministre Madougon Koulibaly et plusieurs membres du gouvernement. Le chef de l'État, pour la première partie de son séjour, a effectué une visite d'État du 29 août au 2 septembre à l'invitation de son homologue Xi Jinping. Visite d'État qui a vu la signature de 18 accords dans le domaine des infrastructures, de l'éducation, de la santé, du commerce et de l'industrie. Lors donc de son séjour en Chine, 18 accords de coopération entre la Côte d'Ivoire et la Chine ont été signés dans divers domaines. Je vous le disais tantôt, des accords estimés, selon le président de la République, à 1 900 milliards de francs CFA. On l'écoute. Au cours de cette visite d'État, j'ai été reçu le 30 août 2018 au Grand Palais du Peuple à Beijing par le président Xi Jinping. Nous avons eu un entretien très fructueux qui nous a permis de faire le point de la coopération sino-ivoirienne et de mesurer son exceptionnel dynamisme depuis 2012, qui a porté la Chine au rang de premier investisseur en Côte d'Ivoire et de troisième partenaire commercial après le Nigeria et la France. C'est dire que ce bond est spectaculaire parce que la Chine était le 15e ou le 16e partenaire commercial il y a quelque temps. Nous avons également évoqué plusieurs questions internationales d'intérêt commun, telles que la lutte contre le terrorisme, le réchauffement climatique, ainsi que la contribution de la Chine au maintien de la paix et de la sécurité en Afrique. Nous avons convenu de travailler ensemble dans le cadre de nos initiatives réciproques au Conseil de sécurité des Nations Unies, car la Chine préside le Conseil de sécurité en novembre cette année et la Côte d'Ivoire aura donc la présidence du Conseil de sécurité au mois de décembre cette année. Alors, au cours de nos échanges, nous nous sommes entendus sur la nécessité de renforcer et d'intensifier davantage la coopération entre nos deux pays, en mettant résolument l'accent sur l'industrialisation de la Côte d'Ivoire, grâce à la transformation de nos matières premières agricoles, notamment le cacao et l'anacarde. Et c'était un point important pour moi. Je lui ai indiqué que la Chine importait le cacao hors taxes et hors droits de douane pour un certain nombre de pays africains et que nous souhaitions avoir le même traitement. Alors, il nous a répondu qu'en réalité, le problème, entre guillemets, de la Côte d'Ivoire, c'est que nous ne sommes pas un PMA, un pays des moins avancés. Mais il souhaitait que nous puissions aller vers la transformation du cacao et des noix de cajou en Côte d'Ivoire en vue d'exporter du chocolat en Chine et que cela permettrait d'avoir un accord spécial pour faire rentrer le chocolat et les noix de cajou en Chine hors droits de douane et hors taxes. C'est dire que c'est très imaginatif l'évolution de la coopération. Bien évidemment, j'ai dit que nous étions pénalisés parce que nous étions les bons élèves
qui était sorti du lot des pays les moins avancés et qu'on devait donc avoir une certaine attention pour nous aider à avancer dans l'industrialisation, car c'est ce qui nous permettra d'aller encore plus vite. Afin de maintenir le dynamisme actuel de nos relations, nous avons décidé, le président Xi Jinping et moi-même, d'élever la coopération sino-ivoirienne au rang de partenariat stratégique global. Alors, dans le prolongement de cette évolution majeure, notre pays a adhéré à l'initiative La ceinture et la route. Le 30 août dernier, dans le cadre de cette visite d'État, vous savez, c'est l'initiative chinoise qui essaie de reconstruire la route de la soie, qui allait donc de l'Asie au Moyen-Orient, en Afrique. Et par conséquent, il s'agit de construire des infrastructures, que ce soit des ponts, que ce soit des rails, que ce soit des routes, des autoroutes. Et par conséquent, il y a une volonté de nous aider à relier notre pays aux pays voisins, tels que le Burkina, le Ghana, le Libéria, dans le cadre de cette initiative. Alors, cette initiative va accélérer l'industrialisation de notre pays et renforcer le développement des infrastructures et promouvoir, bien sûr, le commerce et les transferts technologiques avec la Chine et les entreprises chinoises en particulier. Au terme de notre entretien, 5 accords de coopération ont été signés, dont le mémorandum portant adhésion à l'initiative La ceinture et la route, l'accord de financement pour la construction du tronçon d'autoroute Tchébissou-Bouaké de la voie Odiéné, frontière du Mali, Odiéné, frontière de la Guinée, ainsi que de ceux portant sur la construction des stades de Korogo et de San Pedro. Et je lui ai indiqué que pour moi, c'était important d'amener l'autoroute jusqu'à Bouaké avant fin 2020. Et il m'a dit qu'il ferait tout pour que les entreprises chinoises nous accompagnent dans ce calendrier. Au cours de mon séjour, je me suis aussi entretenu avec le Premier ministre chinois, M. Li Keqiang, avec qui nous avons discuté des questions économiques et des projets en cours d'exécution ou qui seront réalisés par la Chine dans les prochains mois. Nous avons particulièrement insisté sur la transformation du cacao et des noix de cajou. J'ai également présidé un important forum économique sino-ivoirien qui a vu la participation de plus de 400 personnes. Et c'était impressionnant. Et les hommes d'affaires ivoiriens, je dois dire les hommes et les femmes d'affaires ivoiriens, étaient donc présents et plusieurs centaines d'opérateurs chinois étaient également là pour mieux comprendre l'environnement économique et les possibilités d'investissement en Côte d'Ivoire. Ce forum a constitué une excellente plateforme de rencontres et d'échanges entre les hommes d'affaires ivoiriens et chinois. Il nous a surtout permis de présenter aux opérateurs économiques chinois les atouts de la Côte d'Ivoire ainsi que les opportunités d'investissement dans notre pays et d'inviter le secteur privé chinois à investir en Côte d'Ivoire. Au regard de l'engouement suscité par ce forum, nous pensons que notre appel a été largement entendu parce que, au terme du forum, tenez-vous bien, 9 accords et Memorandum of Understanding, MOU, ont été signés dans plusieurs domaines. Et ceci porte, entre autres, sur la conception et la construction de la centrale thermique de San Pedro, parce que nous tenons à augmenter la production d'électricité dans l'Ouest pour l'exploitation des minerais de nickel, également de fer. La création d'un port sec à Ferkessédougou a été également faite, et l'extension de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Je dois dire qu'en 2030, vous ne reconnaîtrez plus cet aéroport parce que nous allons passer d'une capacité de 2 millions de passagers à la date d'aujourd'hui à 8 millions de passagers. Et d'ailleurs, le salon présidentiel sera déplacé à cette occasion. C'est dire que
C'est un projet important de près de 450 millions de dollars. Et là, j'en fais une priorité et ils ont décidé de nous accompagner dans ce domaine. Par ailleurs, j'ai eu en marge du forum économique et de la visite d'État plusieurs entretiens avec les grands groupes bancaires chinois, que ce soit la Banque de développement de Chine, la Banque commerciale de Chine, l'Exim Bank de Chine et aussi les grandes entreprises qui interviennent déjà en Côte d'Ivoire. Alors, une autre étape importante, la visite d'État, a été le dépôt d'une gerbe de fleurs au monument aux héros du peuple à la place Tiananmen. J'étais accompagné de la Première Dame et de la délégation. Il s'agit, comme vous le savez, d'un monument érigé en la mémoire des martyrs qui ont donné leur vie pour la lutte révolutionnaire du peuple chinois. Nous avons également eu l'occasion de visiter la Grande Muraille de Chine, un magnifique site touristique qui accueille chaque année près de 9 millions de visiteurs. C'est aussi une œuvre gigantesque, symbole de l'histoire et de la grandeur de la Chine. Et la Première Dame et la délégation ont visité également la cité interdite. Alors on peut dire que la visite d'État en Chine a été très fructueuse, bien chargée et très agréable. En effet, maintenant parlons chiffres. Au terme de cette visite, 18 accords au total ont été signés pour un montant total de 3,4 milliards de dollars, soit 1 900 milliards de francs CFA. Et ces ressources permettront la construction de plusieurs projets, de plusieurs routes, dont l'autoroute Kébisu-Boaké, l'augmentation de la fourniture d'eau potable, la construction d'hôpitaux, y compris un CHU à Bobo, la fourniture de plus d'électricité et d'amélioration de la qualité de l'électricité produite, également l'accès à l'éducation pour les régions rurales, notamment l'éducation numérique à travers les technologies de la communication, la réalisation de parcs industriels à Abidjan et à l'intérieur du pays, notamment à Boaké, ce qui permettra la création d'emplois pour les jeunes et aussi de mettre à la disposition de nos forces de défense et de sécurité des équipements modernes en matière de communication pour la sécurité des populations. Et je signale que pour la période 2012-2016, la Chine a investi en Côte d'Ivoire un peu plus de 2 milliards 600 millions de dollars. Donc quand on ajoute cela aux 2 milliards 400 millions de dollars, ça veut dire que pendant cette période, la période de mon mandat, la Chine aura investi près de 6 milliards de dollars en Côte d'Ivoire, ce qui est un chiffre vraiment important et intéressant. On écoutait le président de la République, Alassane Ouattara, qui a également pris part au sommet sino-africain les 3 et 4 septembre en Chine, sommet consacré au développement des relations entre la Chine et l'Afrique. La déclaration à présent du chef de l'État sur ce volet de son séjour en terre chinoise. C'était le 3e forum sur la coopération sino-africaine, le FOCAC, présidé par le président Xi Jinping et le président sud-africain Cyril Ramaphosa, parce que l'Afrique du Sud avait accueilli le sommet, le FOCAC, à Johannesburg en 2015 et j'y avais participé. Alors le prochain FOCAC en 2021 aura lieu au Sénégal. Donc le président Macky Sall sera le prochain coprésident du FOCAC avec le président Xi Jinping. Alors le forum a accueilli 3 nouveaux pays, ce qui est une bonne chose, la République de Gambie, la République de Sao Tomé également, dont le Premier ministre était là, et le Burkina Faso, dont le président Roch Kaboré était également présent. Alors le sommet de Beijing a été marqué par l'importante annonce
faite par le président Xi Jinping, qui porte sur la mobilisation de 60 milliards de dollars destinés au financement de divers projets dans 8 initiatives, comme il a indiqué, que ce soit dans le domaine de l'agriculture, le domaine de l'industrie, le domaine de la formation, les bourses, le domaine des infrastructures, le domaine de la sécurité, et ainsi de suite. C'est un vaste programme sur les 8 initiatives très détaillées et qui nous a été donc livré pendant près de 45 minutes par le président Xi Jinping. Et je dois dire que c'était une présentation impressionnante de la volonté de la République populaire de Chine à aider l'Afrique à sortir du sous-développement et à réduire la pauvreté et à moderniser les pays africains. Bien évidemment, nous travaillerons en étroite coopération avec les autorités chinoises, ce que nous faisons déjà, mais nous allons même dédier, j'ai indiqué au Premier ministre et au vice-président qu'on essaie de dédier des cellules à la primature et à la présidence pour suivre la mise en œuvre et la coordination de tous ces projets et puis de recueillir de nouveaux projets qui peuvent être donc soumis aux autorités chinoises parce qu'on sent qu'il y a une volonté d'accroître même le financement prévu pour la Côte d'Ivoire. Alors pour terminer, je voudrais bien évidemment réitérer notre gratitude au président Xi Jinping, au peuple, au gouvernement chinois, parce que pour l'accueil particulièrement chaleureux, vraiment plein d'attention, de considération qui nous a été réservé à la première dame, à la délégation et à moi-même. Et aussi dire que cette visite d'État a été véritablement un très grand succès et je m'en réjouis personnellement. Le président de la République s'est par ailleurs prononcé sur l'actualité nationale, notamment le report des élections locales du 13 octobre prochain, report demandé par le PDCI-RDA et des partis de l'opposition. Non, cela n'est pas possible. Déjà, en mi-août, le président du PDCI-RDA m'avait saisi pour souhaiter éventuellement un report des élections suite à notre entretien, l'entretien que nous avons eu, lui et moi, le 8 août. Alors, je lui ai écrit, je lui ai répondu que, en fait, je lui avais bien dit à l'occasion de cet entretien que la réforme de la composition de la commission électorale indépendante concernait l'élection présidentielle de 2020. Donc, évidemment, il a reconnu que c'était cela et par conséquent, il n'y aura pas de report des élections prévues le 13 octobre. En tout état de cause, lui et moi ne sommes pas candidats, donc il n'y a pas de problème. Les meilleurs élèves de l'EMPT, l'école militaire préparatoire technique de Bingerville, ont été reçus par le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. Ces enfants de troupes de l'année académique 2017-2018, rentrés d'un voyage d'études, sont allés exprimer leur gratitude au ministre de la Défense qui leur a offert des ordinateurs. Abou Sanogo. Ce sont les enfants de troupes les plus méritants de l'année académique 2017 et 2018 de l'école militaire préparatoire technique de Bingerville. Pour leurs meilleurs résultats, ils ont été primés le jeudi 19 juillet dernier au cours d'une cérémonie de distinction au sein de leur école par le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, qui leur a promis un voyage d'études aux États-Unis d'Amérique. C'est maintenant chose faite, car du dimanche 26 août au dimanche 2 septembre, les meilleurs élèves de l'EMPT et leurs parents se sont envolés pour les États-Unis d'Amérique. De retour au pays, ils sont allés exprimer leur gratitude au ministre d'État Ahmed Bakayoko qui leur a offert des ordinateurs suivis d'enveloppes. Je tiens à remercier le ministre d'État, M. Ahmed Bakayoko, pour son geste, car il a su récompenser les méritants. Alors voilà, c'est bien passé. Ils nous ont fait visiter des entreprises là-bas, comme par exemple le centre de recherche de Microsoft à Manhattan. Mais on nous a dit de revenir pour travailler. Mais si on travaille encore plus, on pourra avoir un plus gros cadeau. Cet engagement pris a été tenu et aujourd'hui, nos élèves qui sont revenus gardent un grand souvenir et vraiment, je pense que cela va les motiver encore plus à mieux travailler. En retour,
Ahmed Bakayoko les a invités à poursuivre sur leur lancée. Cela participe de ma vision de gratifier les excellents, de montrer les excellents et de les encourager, de les motiver, afin que leur exemple serve aux autres. Étant les meilleurs à l'MPT, vous êtes parmi les meilleurs de la Côte d'Ivoire et faites partie du meilleur de la Côte d'Ivoire et de l'avenir de la Côte d'Ivoire. N'arrêtez pas de maintenir le cap, n'arrêtez pas d'être les premiers. Kra Ndri Ange Victoria a obtenu le prix de la meilleure élève de l'EMPT avec une moyenne de 18,82. Amoa Congras Emmanuel, le prix du meilleur résultat au BEPC avec 196,22 points. Et Nyang Sirigno Bassirou, major de la promotion sortante avec 14,92 de moyenne en classe de Terminal C. Et on poursuit avec ce communiqué. Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité porte à la connaissance des candidats au concours direct de recrutement d'élèves commissaires de police, session 2018, que les épreuves écrites d'admissibilité se dérouleront le samedi 8 et le dimanche 9 septembre 2018 à l'École nationale de police. Dans l'actualité également, le retour de 160 exilés du Ghana et du Togo. Ces ex-réfugiés de retour au pays vont bénéficier d'assistance pour faciliter leur intégration. Cela sous le contrôle de la Direction d'aide et assistance aux réfugiés et apatrides. Notez qu'à ce jour, plus de 270 000 personnes sont rentrées d'exil, ce grâce aux efforts des autorités ivoiriennes en partenariat avec le HCR. Konaté Moussa. Ces cas en provenance du Ghana transportent des réfugiés ivoiriens. À bord des véhicules, 160 personnes, dont 118 identifiées au Togo et 42 au Ghana, qui regagnent la Côte d'Ivoire après des années de vie dans leur pays d'accueil. Un retour volontaire organisé avec le concours des autorités ivoiriennes et du HCR, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. À la faveur de la crise, près de 300 000 Ivoiriens ont quitté la Côte d'Ivoire et se sont retrouvés dans les pays d'asile. Et depuis 5 ans, nous cherchons à faire revenir tous les réfugiés qui sont hors du pays, notamment ceux qui sont au Ghana, ceux qui sont au Togo et ceux qui sont au Libéria. L'écrasante majorité des réfugiés a fini avec l'exil et est rentrée en Côte d'Ivoire. Près de 269 000 sont retournés en Côte d'Ivoire, mais il reste quand même un cas résiduel de près de 30 000 qui sont encore dans les pays d'asile. Donc ce que nous attelons à faire avec l'assistance des autorités ivoiriennes et des autorités des pays d'accueil, c'est de s'assurer que ce retour est durable et ce retour se fait dans les meilleures conditions. Une fois au pays, ces réfugiés ivoiriens vont bénéficier d'encadrement de la Direction d'aide et assistance aux réfugiés et apatrides. Une initiative pour faciliter leur intégration. Ce sera également l'occasion pour eux de nous adresser les différentes difficultés qu'ils ont, notamment pour ceux dont les enfants doivent aller à l'école, pour ceux qui ont des problèmes de documentation et pour ceux qui pensent avoir des problèmes de protection. Voilà, et donc nous ferons cas de toutes ces choses-là et nous allons nous référer au ministère technique compétent pour voir avec eux comment régler ces situations-là pour faciliter la réintégration de ces personnes-là dans leur pays. Les autorités ivoiriennes se félicitent du soutien du HCR pour le retour volontaire des réfugiés ivoiriens. Les actions se poursuivent donc pour ramener tous les Ivoiriens en Côte d'Ivoire. On poursuit en images une seconde chance pour 50 ex-migrants dont l'Agnebi Tiassa. Ils reçoivent une formation à Azaguié, à l'Université de l'entrepreneuriat, formation qui va leur permettre de se prendre en charge. Ce projet de réintégration à l'endroit des ex-candidats à la migration, dont le lancement a eu lieu ce mercredi, s'inscrit, notez-le, dans le cadre d'une initiative conjointe du Fonds fiduciaire de l'Union européenne et de l'OIM. Ils étaient hors du pays, non pas à l'aventure, mais en pèlerinage. Après un mois passé à Médine et à la Mecque, où ils accomplissaient le 5e pilier de l'islam, les derniers pèlerins du contingent étatique sont de retour à Abidjan. Là-bas, ils ont prié pour la paix et la cohésion en Côte d'Ivoire. Pargassoro Kodé. C'est aux environs de 10h50 que l'avion transportant les derniers pèlerins du contingent étatique a atterri sur le tarmac de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. De retour, après un mois passé en terre sainte d'Arabie Saoudite pour accomplir le 5e pilier de l'islam, le Hajj, les 500 pèlerins se disent heureux de retourner dans leur pays. Ils ont tenu à traduire toute leur reconnaissance à Dieu qui leur a permis d'accomplir dans la quiétude et avec succès leur devoir sacré. Le rêve de pouvoir accomplir le Hajj, ne serait-ce qu'une fois dans sa vie.
Et Allah l'a permis pour nous cette année. Nous ne pouvons que dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Il m'a permis de vraiment faire tous les rituels, tout est en santé. Vraiment, je lui dis merci, merci, merci. Nous avons accompli cette mission dans la grande spiritualité, de telle sorte que Dieu puisse mettre toujours sa main sur notre pays, que le pays soit en paix et avec les Ivoiriens en paix toujours. S'il n'y a pas de paix, il n'y aura pas de pèlerinage, il n'y aura pas de vie pour nous. On a beaucoup prié pour la paix dans notre pays. Les responsables du dernier vol saluent la parfaite organisation du pèlerinage à la Mecque par le commissariat du Hadj. Les encadreurs sont mis en l'aise dans toutes les conditions qu'il faut pour mieux travailler. Ça facilite aussi l'encadrement. Les pèlerins sont satisfaits de l'organisation. Si eux ils sont satisfaits, nous sommes satisfaits et c'est l'État de Côte d'Ivoire qui gagne. Chefs de vol, encadreurs et pèlerins ont été accueillis à leur descente d'avion par les responsables du commissariat du Hadj et par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Les pèlerins de cette année pourront, n'est-ce pas, se souvenir que c'est l'année où ils ont choisi de faire leur pèlerinage. C'est cette année aussi que le président de la République a choisi de faire son pèlerinage. Et ça, c'est une grâce pour un pays comme la Côte d'Ivoire qui recherche constamment la paix, la cohésion. L'arrivée du dernier vol marque la fin du Hadj 2018. Ce sont au total 6800 pèlerins, dont 5000 du contingent étatique et 1800 des structures privées qui ont accompli le pèlerinage à la Mecque cette année. Voilà, et de retour au pays, ils pourront certainement assister, en tout cas pour ceux qui rentrent sur Korogo, dans le nord de la Côte d'Ivoire, à la 24e édition du Festival national Vacances Culture. L'événement a été lancé par le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kakou Bandama. À cette édition, eh bien, 150 troupes sont en compétition, cela dans 15 disciplines. Sorokorona. Festival national Vacances Culture, espace d'expression culturelle et artistique, de compétition, d'exposition des valeurs culturelles et à sa 24e édition. C'est la ville de Korogo qui abrite ce festival qui se veut le creuset de développement des brassages culturels, ethniques, civiques et citoyens de la jeunesse ivoirienne. Ils sont plus de 700 festivaliers venus des 32 régions du pays. La cérémonie d'ouverture a été l'occasion pour le ministre de la Culture et de la Francophonie de revenir sur le thème de cette édition. Le pain tissé, ma richesse. Nous voulons faire prendre conscience à la jeunesse de notre pays de l'importance du pain tissé. Et je veux les inviter à aimer cette richesse, cette beauté de notre terroir. Pour une population de 24 millions d'habitants, si seulement 1 million d'entre nous achetaient pour environ 100 000 francs chacun des habits, des serviettes, des nappes de table en tissu et paille tissée, ce sont environ 100 milliards de francs CFA qui sont injectés dans notre économie. Pendant 5 jours, avec ingéniosité et acharnement, 150 troupes seront en compétition dans 15 disciplines. Le théâtre, la peinture et la danse. Nous avons essayé d'allier tradition et modernisme, parlant du pain tissé qui est extrait du raffia. Je suis venu pour remporter, pour partir avec le premier prix. Ça, je suis sûr. Le Festival national Vacances Culture est créé en 1982. Il regroupe pendant les vacances scolaires les jeunes autour d'un thème bien précis, en vue de valoriser le patrimoine culturel ivoirien. Voilà, 24e édition du Festival national Vacances Culture lancé par le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kakou Bandama. À présent, un petit tour dans le monde. Nous ferons escale aux États-Unis, en Syrie et au Rwanda. On y va tout de suite avec Laurent Sacho et Alexis Ouedraogo. Le Parti démocratique vert de Franck Habineza, seul parti d'opposition représenté au Rwanda, va désormais siéger au Parlement. Il a obtenu 5% des suffrages à l'issue des législatives. Le parti obtient 2 sièges de députés sur les 80 que compte la Chambre basse du Parlement. Une victoire symbolique qui suggère que le Rwanda ouvre son spectre politique. Les résultats définitifs sont attendus pour le 16 septembre prochain.
La situation à Idlib en Syrie inquiète les Nations Unies. Le régime de Bachar el-Assad menace de lancer une vaste offensive. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, au moins 9 morts sont comptés dans les raids de l'armée russe dans la province. Washington, qui assure pour le mois de septembre la présidence du Conseil de sécurité, espère pouvoir prévenir une nouvelle attaque chimique. Le Conseil, lui, se réunira vendredi prochain sur la question. Le journaliste américain d'investigation Bob Woodward annonce son nouveau livre sur Donald Trump cette semaine. Un livre dans lequel il dresse le portrait d'un président immature, instable, colérique et inculte. Les citations compilées après 19 mois d'enquête sont accablantes pour le 45e président des États-Unis. Bob Woodward est l'un des journalistes les plus respectés du pays qui, après révélation du scandale sur Watergate, a fait tomber Nixon en 1974. Commentaire de Alexis Ouedraogo qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information, 6h30.